Et maintenant, bien sûr, vous pouvez faire la question soit en français, si vous voulez, vous pouvez la faire aussi en anglais, s'il y a bien sûr le défi. Je prie seulement de vous identifier avant pour être plus facile après pour répondre. Je pense que le premier a été monsieur à la fond, au fond de la salle. Et après, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Rachida, c'est toujours un plaisir. S'il vous plaît. Wow. Pour, je sais pas, oui. Bien, bonjour et merci pour la qualité des interventions de ce panel. Je suis Axel Auger, chercheur associé à l'Observatoire Boutros-Ghali. Je suis enseignant aux écoles militaires de Saint-Cyr en France. Ma question s'adresse à Madame Colombe de Nicolet ou à Madame Terdiche Tsensuren, pardon pour la prononciation. Je voudrais savoir si le DOMP ou le DAM eh bien, soutiennent un cadre horizontal de discussion entre les pays fournisseurs de troupes pour savoir si, au fond, finalement, il existe un cadre de discussion horizontale entre les pays contributeurs de troupes qui permettrait un tuilage ou une forme de parrainage allant du pays, des pays qui auraient une plus grande expérience dans les opérations de paix et qui transmettraient leur expérience à des pays qui, au contraire, sont des nouveaux arrivants dans le maintien de la paix. Est-ce que le DOMP ou le DAM eh bien, soutiennent ce type de cadre de discussion horizontal? Est-ce qu'ils existent d'ailleurs? Voici quelle est ma question. Merci. Répondre, s'il vous plaît. Merci. Mon intervention est beaucoup plus une contribution qu'une question. Pour me présenter, je suis colonel Inyumba, directeur général des affaires stratégiques et de la coopération militaire en République du Congo. Et je suis assisté aussi par le colonel Mbon Syria, qui est conseiller militaire à notre mission permanente ici. Je voudrais commencer très succinctement par renouveler tous nos remerciements aux organisateurs qui ont bien voulu associer notre pays à cette activité. Et ma contribution portera très rapidement sur les points suivants. C'est en ce qui concerne les performances, qui ont d'ailleurs été l'objet essentiel du présent panel. Au plan stratégique, pour être performant, on doit comprendre les documents qu'on signe. Exemple, les mémorandums. J'ai remarqué que, par exemple, là, à titre indicatif, depuis que nous avons commencé, j'ai entendu parler de MOU, mais à aucun moment j'ai entendu quelqu'un tenter de le dire, ne fût-ce qu'en français. Ma proposition est la suivante. Que nous soyons à mesure de prendre une recommandation pour exiger à l'avenir la version française de ces mémorandums avant leur signature. Ça nous évitera souvent de signer un document où on ne comprend pas les trois quarts de ce qui est écrit. Au plan, et ça, les traducteurs peuvent le faire parce qu'ils ont le temps, au moins en ce qui concerne les données essentielles. Au plan de la mise en œuvre des mandats, pour être performant sur le terrain, on doit comprendre les ordres et être capable de faire un compte rendu cohérent. C'est très difficile de comprendre les ordres quand ils doivent être forcément donnés dans une langue qu'on ne connaît pas. Même lorsqu'on a été dans un laboratoire de langue, si on n'a pas fait un minimum donné, il est parfois difficile d'engager la vie des hommes quand on ne sait pas employer les mots qui conviennent. On doit également être en mesure de se comprendre avec les populations qu'on est censé protéger. Ma proposition sur cette question est de suggérer qu'il y ait aussi des documents en français. Je ne dis pas qu'il n'en ait pas en anglais. Qu'il y ait aussi des documents en français sur le terrain et qu'il soit autorisé aux officiers de faire aussi des comptes rendus en français. En matière d'équipement, pour être performant, il faut un équipement adéquat qu'il faut acquérir avec des moyens financiers très importants. Dans le cas précis des États africains, ce n'est pas toujours évident. Et
l'idée, c'est qu'on le fait avec l'espoir de se faire rembourser. Mais la plupart du temps, on ne connaît pas les mécanismes. La proposition que je fais, c'est de programmer, dans la mesure du possible, un séminaire de formation au profit des personnels qui sont chargés de traiter des questions liées aux demandes de remboursement. C'est la plupart du temps, on ne sait pas ce qu'il faut écrire. Et si on achète du matériel à un coût important et qu'on ne peut pas se faire rembourser, la prochaine fois on dit, vous les militaires, on n'a plus d'argent. Mais si on est capable de se faire rembourser, mais oui, on peut avoir des crédits relais, on peut avoir tout le reste. Et pour cela, il faut connaître des hommes qui sachent traiter ce genre de questions. L'idéal serait que ça soit inscrit dans les programmes d'activité. Et en termes de perspective, pour terminer, je voudrais partager avec vous une observation qui pourrait contribuer à renforcer la réflexion au sein de l'OIF. Il s'agit concrètement de l'avenir du français. Pendant que nous voulons présentement que les missions francophones se passent en français, nous constatons également que de plus en plus de nouvelles générations, surtout par exemple dans les pays africains, font leurs études de plus en plus dans des pays hors du périmètre francophone. Mais pourquoi? Mais parce que de plus en plus, les générations actuelles éprouvent des difficultés à avoir des visas pour aller étudier dans les pays de l'espace francophone qui sont censés avoir les meilleures écoles, les meilleures industries. La conséquence, dans 20 ans, ou un peu plus, c'est quoi? C'est que nous aurons affaire à une jeunesse qui sera revenue des pays où on parle autre chose que le français. Et comme ils auront appris à structurer la grande réflexion dans ces langues, ben eux, ils vont demander qu'à la place du français, on mette plutôt ces langues-là au niveau des missions d'observation des Nations Unies. Alors, nous aurons fait un travail nul. Il serait souhaitable que l'OIF, qui a la mission de promouvoir la langue française, en fasse une préoccupation pour que les prochaines générations soient à mesure de vouloir promouvoir le français, de même que nous le faisons aujourd'hui, par acquis de conscience. J'ai terminé. Merci beaucoup pour votre intervention. Maintenant, a été selon le bras à l'air. Si j'ai fait une erreur, je m'excuse d'avant. Merci beaucoup. Je suis le colonel-major Barti Amadou de la mission permanente du Niger attaché de défense. Je voudrais, comme tous les autres, d'abord remercier tous les organisateurs du présent séminaire qui nous a donné l'occasion de nous retrouver en tant que francophones. En fait, on a beaucoup parlé de la formation depuis ce matin et la formation a été identifiée comme un élément clé de la performance. Donc, je voudrais savoir au niveau de la division de la formation, est-ce qu'il y a des dispositions déjà qui sont en train d'être prises pour essayer d'adapter les standards de formation aux nouveaux défis actuels qu'on retrouve sur les théâtres? Je fais allusion ici à l'expansion du terrorisme, si on prend le cas de la MINUSMA. Ou alors, est-ce que vous pensez que cette initiative relève des pays contributeurs de troupes? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me joins à mes collègues en premier lieu pour remercier l'initiative de l'Observatoire Boutros-Ghali et de l'OIF pour ce séminaire. Et j'aurai deux petites questions, si vous me permettez. Première question, c'est une question pratique par rapport à la formation préalable au déploiement. Y aurait-il des procédures spéciales pour pouvoir bénéficier de la formation ou le pays doit formuler une demande spéciale? Et deuxième question, si dans l'éventualité d'une réforme ou réorientation de la formation dans le cadre des OMP, vu que la situation sur le terrain a évolué, serait-il possible d'avoir une formation adaptée à ces nouveaux défis? Et finalement, j'ai oublié, je m'excuse, j'ai oublié de me présenter, Johan du ministère des Affaires étrangères de Madagascar. Merci. Très bien. Merci beaucoup pour votre intervention. On prend des notes, on répond et après on fait notre tour de questions.
à remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce séminaire fort important. Permettez-moi de revenir sur une observation pertinente faite par Son Excellence Monsieur l'ambassadeur du Sénégal, celle d'intégrer la performance, la formation dans la performance. Et ça, je considère que l'élément essentiel de la performance, c'est la formation. D'ailleurs, les différentes questions, ils versent dans leur majorité sur ce point-là. Toutefois, au cours des interventions, j'ai vu qu'il y a une différence d'interprétation entre les pays contributeurs et le service en charge de la formation sur l'interprétation de cette formation destinée aux opérations de maintien de la paix. Et là, j'évoque le premier point. Quand on dit que la formation de pré-déploiement, c'est une responsabilité des pays contributeurs, certes, elle est une responsabilité des pays contributeurs, mais seulement dans le cadre de dispenser cette formation. Le contenu, c'est une responsabilité purement onusienne. Ce n'est pas aux pays contributeurs d'établir les documents de formation des opérations de maintien de la paix, sinon on aura une interprétation nationale pour les OMP. Deuxième point, et là je reviens sur, c'est moi qui ai demandé comment on projette cette diapositive, je reviens sur votre définition de la formation préalable au déploiement. Vous avez dit que cette formation préalable au déploiement, elle se situe entre 2 et 3 mois. Et c'est le pays contributeur. Oui. Disons, il n'y a pas de limite. Mais pour nous, au Maroc, c'est 3 mois. La formation pré-déploiement au Maroc, c'est 3 mois, comme vous l'avez bien dit. Mais quand vous allez vous décortiquez cette formation de pré-déploiement, vous commencez avec la formation verte, et ça me surprend, parce que la formation verte, à ce que je sache, je suis militaire, c'est une formation qui peut durer plus d'une année. Il y a des officiers ici qui ont fait la formation au Maroc, ça dure 3 à 4 ans. Les soldats, minimum, c'est 18 mois de formation verte. On ne peut pas l'intégrer dans la formation de pré-déploiement. La formation de pré-déploiement, elle est destinée purement aux opérations de maintien de la paix. La formation verte, c'est une précondition pour la contribution aux opérations de maintien de la paix. On ne peut pas recruter des gens pour les déployer sur des opérations de maintien de la paix. On déploie des gens de carrière. C'est une précondition. Le deuxième point, quand vous parlez de la formation bleue, formation pour le maintien de la paix, pour nous, l'interprétation nationale, même la formation bleue, il ne fait pas partie de la formation pré-déploiement. C'est la formation bleue, il fait partie du cursus de formation dans les écoles militaires. Pour les TCC, les pays les contributeurs, qui ont une tradition de contribution, maintenant, ce n'est plus une question à se reposer. Les OMP doivent faire partie de la formation militaire qui est dispensée. Et là, j'arrive à la formation spécifique en mission. C'est bien d'avoir cette théorie, avoir les formations spécifiques en mission, mais je me demande, est-ce que pour les 5 grandes missions des opérations de maintien de la paix qui sont actuellement déployées, est-ce que votre service il fournit aux pays contributeurs, par exemple, des documents qui parlent de ces missions? Moi, en tant que conseiller militaire, je n'ai jamais reçu quelconque document qui parle, par exemple, du concept de la protection par la projection, qui est un concept qui a amené la MONUSCO à restructurer toutes ces composantes. Et là, c'est les grandes questions auxquelles on peut, normalement, qu'on doit aborder. Même pour les documents qui sont fournis par le service de formation intégré. Il y a des documents qui sont certes en français, mais la majorité des documents, ils sont fournis en langue anglaise. Ça, c'est les questions auxquelles j'aurais aimé avoir des réponses. Et merci. Merci beaucoup pour l'intervention. Je pense que vous êtes le conseiller militaire, comme vous l'avez dit, du Maroc. Alors,
Je pense qu'il y a beaucoup de questions déjà, s'il vous plaît. D'accord, très bien. Monsieur, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. La formation verte, c'est vraiment une formation militaire. Tout ce qu'on apprend à l'école de la guerre, War College, et ça dure 5-6, c'est équivalent des éducations universitaires, n'est-ce pas? Alors, c'est pas notre responsabilité. On a mis ça parce que c'est important. Sans cette base, sans cette formation nationale, curriculum national, on ne peut pas continuer avec la formation bleue. C'est pour ça. Alors, formation bleue, c'est vraiment, vous avez raison aussi, c'est nous qui développons les standards, les matériels de formation. Je vous ai parlé tout à l'heure le CPTM, le module de base, et le STM, des modules spécialisés. Alors ça, on développe, on met sur le site Internet et vous avez la possibilité de télécharger tout ça. Formation spécifique en mission, ça c'est notre grand problème. On n'a pas encore des standards, des templates de modules spécifiques. Jusqu'à maintenant, ça se fait entre le pays fournisseur de troupes et de police et la mission. Des fois, le office des OMA, des office des affaires militaires fournit des informations très spécifiques, y compris le mandat de la mission, etc. Ça se passe entre le pays et la mission. On n'a pas encore de standards et ça, c'est dans notre plan de travail. On va essayer de produire un module un petit peu plus standardisé. Pour revenir à la question de Madagascar, est-ce qu'il y a des procédures spéciales pour demander la formation au préalable au déploiement? Il n'y a pas de procédure. Vous pouvez très bien nous demander officiellement d'envoyer une équipe de formateurs, ou bien vous pouvez demander. Comme ça, on peut mettre vos formateurs déjà, militaires et police, dans notre formation de formateurs, TOT. Ça, on fait souvent, très régulièrement à NTB, souvent parce que ça, c'est notre centre de formation de maintien de la paix. On fait le TOT. Ça, c'est un moyen pour pouvoir multiplier les effets de la formation, n'est-ce pas? On ne peut pas envoyer une équipe de formateurs à chaque pays sans et quelques. Donc, oui, faites-nous savoir, envoyez une demande et c'est tout ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on est en train de revoir les standards de formation, notamment sur les formations antiterrorisme, etc. Oui, il y a beaucoup de demandes, mais notre capacité de répondre à toutes ces demandes, c'est limité. D'ailleurs, on sait que il y a beaucoup de demandes de formation en matière de communication, premiers soins, patrouille, pour les militaires, et le maniement des armes. C'est vraiment, ça entre dans le cadre de formation verte. Encore une fois, c'est vraiment des habilités, des compétences de militaires, n'est-ce pas? Ça, on dit, ce n'est pas notre responsabilité, mais en même temps, ça nous regarde. Ça affecte la qualité de formation bleue, formation pour le maintien de la paix. Et sans cette base solide, on se rend compte que il faut commencer à offrir cette formation purement militaire pour nos policiers aussi. Oui, alors il y a beaucoup de demandes, mais notre capacité de répondre est limitée. Formation, la question c'était là. Formation sur le COE, Contingent Armed Equipment. Je crois qu'on organise cette formation assez souvent. Il faut demander aux collègues de dames. Je crois qu'ils font un NTB.
Il faut se renseigner un petit peu. C'est vraiment pour les policiers, pour les officiers logistiques, je crois, au sein de l'armée. Ce sont les gens spécialisés sur cette question de remboursement, d'équipement, etc. Échange d'informations, échange d'expériences, oui, ça se fait. Ça se fait tout le temps. Pendant notre formation, en fait, oui, échange d'expériences, apprendre en faisant et en faisant des erreurs. Hein. Ça, c'est en fait une des règles dans l'apprentissage pour des adultes, n'est-ce pas? On apprend tout le temps. Et chaque fois, on organise un training of trainers ou d'autres, ou même une discussion comme ça, on apprend toujours. Et je crois que ça n'existe pas en tant que tel, mais ça se fait, on appelle ça un produit, je sais pas, secondaire. Chaque fois, il y a une discussion pendant la pause café, il y a un networking, il y a un apprentissage, échange d'informations, etc. Et voilà. Bien sûr, il y a des pays avec plus d'expérience, par exemple Rwanda, France, Canada et Burkina Faso et d'autres. Quand on fait une formation de formateur, on invite les officiers déjà expérience de terrain et on utilise ces officiers déjà ont été déployés une ou deux fois. On utilise ces officiers comme experts, resource persons, n'est-ce pas, pour pouvoir co-faciliter notre formation ensemble. Alors, c'est aussi une forme d'échange d'expérience, je pense. Merci beaucoup. Peut-être, Colombe, si tu peux... Peut-être un petit complément. C'est au-delà de la formation, mais ce qu'on fait beaucoup aussi, c'est essayer de mettre en contact des TCC plus expérimentés avec des pays qui veulent rentrer dans le maintien de la paix. Et c'est la décision du contributeur de troupes plus expérimentés, de voir s'ils peuvent se déployer ensemble. Par exemple, le Kyrgyzstan va probablement se déployer avec l'Inde au sein de la FINUL. D'autres choses qu'on fait, c'est des partenariats de renforcement des capacités. Par exemple, le Vietnam qui va se déployer au Sud-Soudan. Là, il ne faut pas que je me trompe. C'est avec le soutien à la fois des États-Unis et de l'Australie. Je ne sais plus qui, et des Britanniques. Je ne sais plus qui fait la formation et qui paye pour le transport. Et voilà, c'est des initiatives où on met des partenaires ensemble pour essayer de favoriser des nouvelles contributions. Très bien, merci. Et maintenant, je pense qu'on peut passer. Rachida, si tu peux te présenter, c'est un peu. Voilà. Merci. Merci à OIF, merci aux Nations Unies et merci à l'Observatoire Boutros Ghali de me fournir cette belle opportunité. Et surtout, je ne vais pas jeter des fleurs, mais pour revoir mon chef à la Minista, mon cher Louis Carrillo, et je ne peux pas m'empêcher d'exprimer ma joie de le revoir. Vraiment, c'était une belle surprise pour moi. Merci. Voilà, j'ai eu la chance lors de ma mission en Haïti, comme le sait Monsieur Louis Carrillo, que j'ai travaillé à la formation, j'ai travaillé au service des intelligences et un petit passage à l'unité genre. Je crois que le long de cette journée, on a parlé de ces trois aspects, et ces trois aspects qui sont très importants. Moi-même, j'ai parlé lors de mon intervention ce matin de la formation aussi. Je reviens encore vers vous, madame, pour parler encore de la formation. Moi, j'ai remarqué que les pays, il y a des différends entre les pays. Les pays qui ont des représentants sécuritaires et militaires auprès de leur mission permanente ou au niveau de HQ des Nations Unies, là, ils ont pu progresser par rapport aux autres. Par exemple, par rapport à mon pays qui est la Tunisie, comme je me suis présentée ce matin,
Donc, on a un problème encore au niveau de la formation de pré-déploiement. Et pour ne pas revenir aux propos qui ont été déjà proposés par mes chers collègues ici, c'est que je propose que, je crois, pour que les pays qui sont, disons, en difficulté, peut-être, ou qui ont une expérience nouvelle, je crois qu'ils ont besoin quand même d'un petit accompagnement de la part des Nations Unies. Mais moi, je viens avec une proposition, je ne sais pas si elle sera la bienvenue chez vous, mais c'est toujours une question sur laquelle on peut réfléchir. Et je détiens ça de ma propre expérience avec OIF. Si on peut réfléchir à mettre en place un réseau de points focaux en matière de formation auprès de ces pays qui sont en difficulté. Comme ça, on peut avoir un lien direct donc avec un seul partenaire ou un seul représentant. Parce que là, je parle de l'expérience de mon pays. Par exemple, moi, je me suis occupée un peu pour une période. Donc, je crois qu'il y a une personne qui est connue par vos services dans chaque pays. Par exemple, que je parle de mon pays, donc ça serait une meilleure solution pour, bien sûr, aller vers l'avant. Je passe au service d'intelligence. Moi, j'ai travaillé à GIMAC, au service d'intelligence, et c'était une belle expérience. Et je crois qu'il est grand temps aussi de travailler un peu plus et de recruter des gens qui sont au niveau de leur pays, qui ont travaillé ou qui ont de l'expérience de travailler au service d'intelligence. Moi-même, j'ai choisi de partir et à travailler à GIMAC en Haïti parce que je voulais le terrain, je suis une fan de terrain. Et jusque-là, j'ai jamais vu que les Nations Unies demandent ou ils font appel à des gens qui ont cette expérience, alors que je sais maintenant que c'est trendy quand on parle de la question de l'intelligence. Je passe encore à la question des femmes. C'est vrai qu'on a jusque-là, je crois que c'est pas seulement la Tunisie qui a ce problème, que la participation trop faible des femmes. Nous, sur 157 jusque-là qui sont déployés, je crois sur 5 missions, il y a seulement 16 femmes. Donc, je crois que c'est trop peu. Moi, ce que je propose encore ici, que peut-être qu'on peut voir si on peut vraiment, pour promouvoir cette participation, d'organiser des SAT spécifiques aux femmes. Je crois que c'est mieux. Ça a été fait pour les FPU. N'est-ce pas, M. Carrillo? Ça a été fait pour les FPU. Je crois que c'était une belle expérience, ça a réussi. Moi-même, j'ai travaillé avec les FPU, des femmes du Bangladesh, avec le FPU du Sénégal, et que je salue encore votre pays, et je rejoins ici ce que dit, je respecte l'expérience de tous nos pays, mais vraiment, je suis très fière, en tant qu'Africaine aussi, et femme, de voir ce qu'a fait le Sénégal. Je l'ai toujours dit dans mes rapports, même en Tunisie, à mes supérieurs, que si on a besoin de suivre un exemple, c'est le Sénégal. Ça ne veut pas dire que je suis en train de diminuer les autres expériences, non pas du tout, mais parce que vraiment ils sont au top et merci. Et c'est pour qu'on travaille nous aussi un peu plus pour arriver à leur performance. Donc là, je reviens. Donc si on peut organiser des SAT, autre chose, Monsieur le commissaire, Monsieur, maintenant, Monsieur le conseiller, c'est qu'on a un problème aussi. Pourquoi les femmes n'accèdent pas encore suffisamment au poste de commandement. Moi-même, l'année dernière, j'ai passé pour le poste de P5, ça n'a pas marché et je comprends pourquoi. C'est parce que moi-même, je n'ai pas bénéficié de la formation. Et donc, je ne suis pas là pour parler de moi. Donc là, ce que je demande ou je propose, s'il vous plaît, avec gentillesse, s'il y a possibilité de nous donner la chance de participer avec un nombre plus important lors des formations qui sont organisées pour les seniors. Parce que, voilà, on n'arrive pas à y accéder parce qu'on est en handicap de cette formation. Il y a beaucoup plus d'autres idées, mais ok, je vais m'arrêter là pour donner la chance aux autres. Merci. Merci, Rachid. Et c'est toujours voir toute l'énergie que tu mets sur le terrain. Et je suis très fier aussi de toi et du travail que tu as fait en Haïti à la MINUSTAH.
Merci beaucoup, colonel Koulibaly du Mali. En fait, moi, j'avais juste une observation par rapport au défi capacitaire. La comparaison qui a été faite entre les troupes de police et puis les troupes militaires. Je comprends que le président des séances, le modérateur, est un policier, mais je voudrais quand même demander un peu d'indulgence vis-à-vis des troupes militaires qui sont très souvent engagées à un moment difficile, très très difficile. Les militaires sont les premiers à essuyer les coups sur le terrain et je pense qu'à ce moment, il est très très difficile de parler de respect des standards des Nations Unies. Je prends le cas du Mali. Quand les Fatim, les forces armées tchadiennes étaient dans les Tigargar, en ce moment, il était très très difficile de parler de respect à 100%, en tout cas des standards des Nations Unies. Sinon, le Mali serait devenu peut-être un califat. Voilà. Donc, les policiers peut-être viennent quand la situation se calme. Donc, en ce moment, on a le temps d'être plus regardant sur les standards à observer. Donc, très souvent, quand ça se calme, la mission africaine ou autre se transforme en mission des Nations Unies et c'est une autre réalité. Par rapport à la langue, juste une anecdote. Quand je suis arrivé au Darfour en 2007, on était content, voilà, il y avait une forte présence de francophones. Une fois arrivé au headquarter à El Fasher, on a fait l'induction course. J'ai vu un général français, je me demande s'il comprenait français. Dès qu'on est arrivé, même pas bonjour en français. J'ai dit à mes camarades que bon, nous sommes foutus. Voilà. Nous sommes foutus parce que là, les Français, ça reste à la maison. Donc c'était juste pour ça. Maintenant, pour les policiers, ce que madame disait ce matin, les policiers de mon pays sont arrivés en grand nombre et on a dit sur le terrain que c'est no rank mission. No rank mission, ça veut dire quoi? Ils faisaient des tests pour accéder à des postes. Et ces postes, c'est pas la qualité des policiers en tant que tel, mais c'était peut-être surtout la capacité de s'exprimer en anglais. Parce que les tests se faisaient en anglais. Donc, ce qui fait que les policiers moyens, peut-être qui avaient un niveau vraiment moyen, mais qui étaient ressortissants des pays anglophones, se retrouvaient à la tête. Donc, je n'étais pas surpris de voir les policiers de mon pays, des sous-officiers, 2-3 jours après, porter des galons de capitaine. Et quand j'ai demandé, j'ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Il dit, non, c'est no rank mission. Donc, voilà une interprétation qui peut mettre les choses à l'envers. Et tout ça, c'est lié à la langue. Et je vous remercie. Merci. Bonjour, je suis le général Diop du Sénégal et je suis le chef d'état-major particulier de Monsieur le Président de la République. Je souhaiterais, à la suite de mes prédécesseurs, féliciter tous les intervenants, en particulier l'ambassadeur Cheikh Niang, qui est le représentant de mon pays ici, et remercier Madame pour les gentils mots que vous avez eus à l'endroit de notre armée et de nos forces de défense et de sécurité, et vous assurer que nous continuerons à faire tout ce qui est à notre possible pour mériter la confiance de la communauté internationale. Je pense que tous les intervenants ont éloquemment démontré que la formation avait un impact direct positif sur la performance sur le terrain. Mais je souhaiterais aussi qu'on garde à l'esprit que le vécu sur le terrain doit régulièrement alimenter les modules de formation pour pouvoir toujours rester en cohérence entre ce qu'on enseigne et ce qui se passe sur le terrain. Et pour cela, je pense qu'on doit travailler à régler une grande faiblesse que nous avons dans les forces de défense et de sécurité en Afrique, c'est la documentation de nos expériences sur le terrain. Documentation par écrit, un archivage, pourquoi pas numérique, en mettant en exergue les principales leçons tirées de nos participations aux missions de maintien de paix, pour que non seulement nos générations puissent continuer à revisiter
cette histoire naturelle de notre participation, mais aussi que les générations futures puissent revenir et voir ce qui a été fait 10, 20 ans à l'avant. Le deuxième point, je pense que participer aux missions de maintien de paix, c'est participer à la consolidation de notre sécurité collective et donc au renforcement de notre sécurité nationale. C'est pour ça que je considère que nous devons inclure la formation au maintien de paix dès les phases de formation basiques de nos forces de défense et de sécurité. Parce qu'il y va tout simplement de la sécurité de nos pays pris individuellement. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Je ne veux pas entrer dans l'horaire du café, alors je suis un pauvre modérateur. Je pense que je n'ai pas fait un bon travail, mais il y a, je crois, 2 autres qui veulent parler. Je vous prie seulement de le faire d'une façon très vite pour donner la possibilité à tous les autres d'avoir son pause café. Oui, merci. Je vais aller très rapidement. Je suis le colonel-major Haruna Jibo Amani, je suis le directeur de la coopération militaire et des opérations de maintien de la paix au ministère des Affaires étrangères du Niger. Je suis aussi le point focal pour le recrutement, dans les opérations de maintien de la paix dans mon pays. Je vois derrière un de nos instructeurs, parce que nous avons bénéficié, madame et moi, je vois 3 ou 4, de plusieurs formations au siège membre de la francophonie pour le recrutement des opérations de maintien de la paix. Je suis ravi de le voir parce que je sais qu'il a entendu ce que les uns et les autres ont dit, ceux qui ont parlé avant nous, par rapport à cette difficulté de la langue. Nous faisons des efforts, mais jusqu'ici, nos candidats se plaignent de la langue. L'anglais, ceux qui sont les anglophones, ont plus de possibilités que les francophones. Jusqu'ici, nous ne comprenons pas ça. On fait des efforts, mais on n'arrive pas. Maintenant, par rapport à la formation, moi, je ne sais pas, c'est à madame je vais poser. Est-ce que la formation standard suffit réellement? Parce que, à quoi on assiste aujourd'hui? Sur les théâtres d'opération, les terroristes ont toujours des modes opératoires inédits. Il y a une formation, elle a parlé d'une formation standard. Tout le monde fait cette formation. On va sur le terrain. Moi, à mon avis, il faut des officiers expérimentés qui vont continuer les formations sur le terrain. C'est-à-dire que la formation doit être flexible, adaptable, c'est-à-dire à toutes les situations. Chaque mission a ses spécificités. La mission du Mali n'est pas la même que la mission du Congo. La mission du Congo n'est pas la même que la mission de Haïti. Et les officiers, pour moi, en rentrant dans la mission, ils doivent analyser la situation et pouvoir continuer la formation selon ce qui se passe réellement sur le terrain. Je ne veux pas être très long. Très bien. Je pense que votre point a été très bien fait. Merci. Déposé. Merci beaucoup. Juste pour Laurent Chande, de la direction de la francophonie, ministère des Relations extérieures, Yaoundé, Cameroun. C'est juste pour féliciter à notre tour cet îlot de la francophonie au sein des Nations Unies, à un moment de grand rassemblement, et souhaiter simplement que ce genre d'initiative soit multipliée à l'avenir au vu de la qualité des échanges et de l'intérêt que les uns et les autres manifestent, et surtout les pays francophones en particulier, qu'on envisage la possibilité qu'à chaque grand rassemblement pareil, de tels échanges soient également organisés pour diffuser l'information et accroître cet intérêt. Merci. Très bien, merci beaucoup. Et je pense que nous sommes vraiment déjà, on a passé quelques minutes après l'heure.
et avec l'indulgence de tous, mais peut-être, si je peux demander à notre ambassadeur, si vous pouvez faire seulement très vite pour adresser les questions, et après, je prends le marteau et je clôture la session. Voilà, je vous remercie, monsieur le modérateur. Je voudrais d'emblée souhaiter ici la bienvenue au général Diop, chef d'état-major particulier du monsieur le président de la République, et dire notre joie de l'avoir parmi nous. Et aussi, à son instar aussi, remercier la représentante de la Tunisie pour les mots très aimables qu'elle a eus à l'égard du Sénégal. Pour nous, c'est un encouragement, en tout cas, à maintenir ces standards et de les dépasser s'il le faut. Je pense que notre rencontre aujourd'hui nous a permis de mettre le doigt sur les déficits qu'il y a dans la performance des troupes qui sont dans les opérations de maintien de la paix. Ces déficits qui sont essentiellement capacitaires sur le plan humain, sur le plan didactique, sur le plan matériel, sur le plan financier. Et je pense que l'objectif, c'est d'avoir toujours des forces qui sont non seulement bien formées, mais qui sont bien équipées, qui sont bien structurées et dont la performance reste adaptée aux réalités et exigences du terrain. Donc là, c'est un défi permanent. Et personnellement, je me réjouis en tout cas de l'échange franc que nous avons eu. Je me réjouis aussi du fait que nous avons généralement partagé les mêmes points de vue. Donc quelque part, nous savons la voie à suivre et nous savons aussi quelque part aussi les décisions qui doivent être prises pour régler ce problème. Parce qu'il y a effectivement un déficit, il y a un hiatus entre donc ce qu'on veut et ce qui se passe sur le terrain. Mais aussi, il y a aussi un hiatus même dans notre compréhension des choses. Quand le représentant du Maroc a effectivement parlé du contenu qui doit être donné à la formation verte et à la formation bleue, j'ai eu exactement la même compréhension que lui. Alors que nous avons vu que la représentante du département des opérations de maintien de la paix a donné à la formation bleue comme étant quelque chose qui relevait un peu du département des opérations de maintien de la paix. Donc il est important que ce type d'échange-là soit multiplié, soit pour que nous ayons tous la même compréhension des choses. Mais je relèverai aussi ici, puisque nous sommes aussi un groupe francophone, de la situation des francophones dans leur participation aux opérations de maintien de la paix, mais aussi au plan de carrière des officiers ou bien de nos représentants au niveau du département des opérations de maintien de la paix, où nous voyons vraiment un traitement à deux niveaux, double standard, comme on dit, où, quoi qu'il soit méritant, en tout cas, nos représentants ici n'ont pas les mêmes chances, en tout cas, de promotion. Et là, je pense que ce n'est pas un combat pour les autres, c'est un combat pour les ambassadeurs francophones qui sont ici. Et je pense qu'avec, sous la houlette de Narges et avec l'engagement de tous les ambassadeurs francophones ici, c'est un combat que nous devons mener de façon, en tout cas, décisive et de façon engagée. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez donné. Non, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Et je pense que nous avons clôturé la section avec clé d'or. Et avec cette dimension, bien sûr, merci beaucoup au IOF et aussi, bien sûr, à l'Observatoire Boutros-Ghali, à les collègues des Nations Unies qui ont été présents. Mais je crois qu'il y a deux mots qui restent avec nous. Le partenariat. Nous avons tous la responsabilité de promouvoir le français, soit au siège, soit dans les missions de maintien de la paix. Mais comme vous l'avez dit très bien, le pouvoir, c'est avec les États membres. Ça, c'est la grande richesse des Nations Unies. Et dans cette note, merci beaucoup à tous. Et je demande une grande applaudissement pour notre ministre. Merci.